Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y'a pas personne à soir qui se couche de bonheur parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Into the Jet zone. Only 9 shots on goal for all the Winnipeg forwards tonight. Suzuki can't get it to the net. Blocked by Pullman as they battle in the corner. Caulfield. Picks it up in front. Ah! Tyler Toffoli. And the Canadiens are the kings of the North. Un balayage! Allez Montréal! Allez, 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 allez Montréal! Oh ouais! Wow! Quelle partie, quelle série! 4-0! Well, how about the kid? He has 2. C'est quoi ça sent? Oh, ça... ça sent la coupe. Oh! Bon. Première chose de faite. Le Canadien joue bien. Hi! Bon, fait que là, on pogne soit Vegas ou Colorado. Ça sera pas 5. Mais on a une team qui est capable de gagner. OK. First thing first. Je voudrais féliciter Félix Rose pour son prix du public au Festival Québec Cinéma pour son film Les Roses. Excellent film d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Il est gratuit sur l'ONF. C'est excellent. Excellent, je rappelle, Félix Rose, c'est lui, c'est le petit-fils, je crois, ou le fils de Paul Rose. Puis, c'est ça. Documentaire sur la crise d'octobre. Excellent documentaire. Pour vrai, c'est vraiment bon. Je suis vraiment content qu'il ait gagné le prix du public parce que là, il n'avait pas été éligible au prix Iris, je pense que c'était pas la même. Ça avait foutu un peu à marde. Donc, bravo à Félix pour son travail. C'était un excellent film. Bon. Maintenant, Michelangelo Antonioni. Bon, je sais pas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Canadien, Félix Rose. Il fait chaud. Qui fait chaud dehors. Tabernouche, mais on est bien. Mais là, peut-être que mec, ça sort, il fera plus chaud, mais il fait chaud. Mais c'est correct. Bon. Donc, je te disais, Michelangelo Antonioni, on va parler de L'Éclissé aujourd'hui. L'Éclissé. Excellent film de Antonioni. Si vous connaissez pas Michelangelo Antonioni, ben, c'est pas mal, c'est le plus grand réalisateur italien de tous les temps. Je pense. Je pense que, bon, en général, on s'entend là-dessus. Fait que c'est pas une mission facile que de parler d'Antonioni. Excusez, tabarnak. Excusez. Bon. Mais, non, c'est ça. C'est un grand réalisateur. C'est pas facile d'en parler, mais là, je vais parler d'un film. Ça serait plaisant de parler de plus qu'un de ses films. Plus que ses films qu'il a fait avant les années 60. Même ses films qu'il a fait jusqu'à les années 80. Peut-être 90 même. Mais je connais mieux Antonioni post-1960 à partir de l'Aventura. Puis les films avant, je les ai pas tous vus. J'ai vu des bouts, mais ils sont durs à trouver. Mais sont clairement bons aussi. En fait, son œuvre est très grande puis très riche. Puis ça prendrait... c'est ça, on passera pas à la filmographie au complet, mais on va parler de L'Éclissé. Fut-il un choix difficile? Certes, mais je crois que c'est le bon. Antonioni a réalisé son premier film en 1950, qui s'appelle Cronica di un amore. Cronica di un amore. Anyway. Si j'aimerais ça parler italien, man, ça sonne bien. La musica delle parole.
Puis, ça a été suivi de vrai 4-5 autres films après ce film-là. Puis, c'est ça, comme je dis, c'est pas parce qu'ils sont. J'en parle pas qu'ils sont moins bons, là. Puis, c'est juste que en 1960, il est sorti l'Aventura. Puis, qui a été suivi de. Donc, l'Aventura, La Notte, L'Eclissé, puis Il Deserto Rosso, qui sont 4 films, une tétralogie, pas 3, pas trilogie, tétralogie, 4 films. Les 3 premiers sont en noir et blanc, puis le 4e est en couleur. Mais, je vais juste parler de L'Eclissé parce que c'est lui que j'aime le plus après Il Deserto Rosso. Mais, là tu te dis, mais pourquoi tu parles pas du désert rouge en français? Ben, simplement parce que le film est en couleur. Puis c'est le dernier de la tétralogie. Même s'ils n'ont pas de lien narratif ensemble, je trouverais que ce serait un peu triché de commencer par ce film-là. Ça aurait pu être l'Aventura aussi, vu que c'est le premier. Mais je l'aime juste moins. Puis c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Puis c'est ça. Mais L'Eclissé, je pense que c'est un... on dirait qu'il englobe bien toute la tétralogie, puis même l'œuvre d'Antonioni quasiment au complet. Peut-être avec Blow Up, là, mettons, là, qui est comme plus connu. Blow Up qui est en 66, après cette tétralogie-là. Il fait chaud, faut boire de l'eau, c'est important. Puis, c'est ça. Fait qu'on va parler de L'Eclissé. L'Eclissé, c'est quoi l'Eclissé? L'Eclissé, l'éclipse en français. C'est l'histoire de Vittoria, interprétée par Monica Vitti, qui est on ne peut plus sublime. Puis ça commence qu'elle laisse son yet to be mari, Riccardo, pour finalement se lier de concubinage avec Pierrot, interprété par Alain Delon, qui est tout aussi sublime. Pour elle, c'est peut-être le plus beau couple de tous les films d'Antonioni, qui sont Monica Vitti puis Alain Delon. C'est juste comme 2 tellement belles personnes. Genre physiquement, c'est juste absurde. C'est comme ça, c'est beau à voir. Pierrot, c'est un courtier en bourse. Puis Vittoria, bien, lei non sa niente, elle sait rien. Elle dit tout le temps, elle dit dans le film, mais elle dit non, ça, je sais pas, elle sait pas prendre des décisions, fait qu'elle roam around, c'est pas trop, c'est pas capable de prendre des chouettes, un petit peu mélangé dans la vie. Puis, c'est ça, les deux, ils sont comme en concubinage, là, puis Pierrot, ben, c'est un stockbroker, là. Fait qu'il y a une relation un peu bizarre. Puis, tout ça, ça se passe à Rome, dans l'impressionnant quartier de Rome de l'Esposizione Universale di Roma, de l'Exposition universelle de Rome, qui est un quartier qui a été construit dans les années 30 par Mussolini, puis pour célébrer les 20 ans du pouvoir fasciste en Italie. Puis écoute, c'est c'est une architecture crissement moderne. Puis, mais vraiment, là, top notch. Écoute, c'est comme un peu, là, genre les habitations 67, mais juste un quartier de ça. C'est fucking beau. Puis, parlant du décor, puis l'importance du décor dans les films d'Antonioni, voici ce que Antonioni dit à propos de sa démarche. Il dit « Some filmmakers decide to tell a story and then choose the decor, which suits it best. With me, it works the other way around. There's some landscape, some place where I want to shoot, and of that develop the themes of my films. » Fait que Antonioni part avec un décor pour après ça installer de l'action dedans. Dans tous ses films, les lieux sont très importants, sont très rempli de sens, c'est très pensé, c'est très calculé. Puis, c'est ça, mais avant d'aller plus loin, je veux juste dire, parce que je vais pas trop parler, mais même là j'en parle pas trop, puis je
je vais plus me concentrer sur l'aspect formel du film. Pas, ben c'est ça, pas parce que ça sert à rien de parler du fond puis des thèmes puis tout, mais je pense que c'est juste le plus intéressant, puis c'est là que le génie, surtout d'Antonioni est dans l'histoire du cinéma. C'est dans son innovation technique, formelle, esthétique. Puis c'est ça, puis les thèmes en même temps, c'est dans la tétralogie, puis à travers ces films, les histoires, les thèmes, les thématiques, vont quand même tout faire du sens ensemble. C'est sûr que dans l'Éclissé, il y a, je veux dire, il y a c'est une histoire d'amour qui marche pas, de deux personnes, d'une fille qui sait pas, puis ça sait jamais rien. Ça remet les valeurs, en question les valeurs du mariage, de la société un peu. Il y a même une critique du capitalisme, là, si j'ose dire, avec Pierrot qui est comme tout le temps à la bourse, puis qui est tout le temps plein de téléphones, puis des affaires même. Puis ouais, ça, il y a aussi un peu d'anticolonialisme à un certain point, parce qu'il s'en va dans une maison, puis la madame a des cornes d'ivoire, puis des masques africains, puis genre... puis là, ils se déguisent, ils ont des blackface, tu sais, à un moment donné, puis genre... ils jouent à faire le noir, ils disent dans le film. Puis il y a des thèmes qui reviennent évidemment à travers les films, mais j'ai pas envie de tomber dans un exposé de l'herméneutique d'Antonioni. C'est pas ça mon but. Comme j'ai fait un peu plus avec Kiss Me Deadly il y a une couple de semaines. Ces films sont clairement porteurs de beaucoup de signification, mais Antonioni fait exprès pour laisser tout en suspens, de jamais donner de réponse. L'Éclissé en est le meilleur exemple avec la scène finale. Si vous voyez le film, vous allez comprendre de quoi je parle. Tout est ouvert, il veut qu'on se pose des questions puis qu'on y réponde. On a toujours de la misère à y répondre. Mais c'est ça. Ce qui est indéniable, puis sur quoi on s'ostinera pas, c'est sa caméra, c'est sa technique, c'est sa forme, puis le film en tant que tel. Puis c'est ça. Fait que parlons-en. Donc, en gros, c'est quoi cette forme-là d'Antonioni? Antonioni, c'est du cinéma moderne. Très, très haut. Très haute forme de modernisme. À l'instar du décor dont je parlais au début. C'est important de garder ça en tête. Le mot modernisme. C'est ça. Antonioni, c'est haut. C'est du modernisme poussé. Puis, tu sais, contrairement à d'autres cinéastes de la même époque, là, comme Godard ou du moins qui faisaient des films un peu... Déjà là, on commençait à voir les premiers balbutiements du cinéma postmoderne, puis de l'ironie, des affaires un peu autoréférentielles, puis un deuxième niveau, puis de jouer avec les paramètres, mais d'une manière plus postmoderne. On pourrait dire qu'il était proto-postmoderniste. Antonioni, c'est pas ça, c'est vraiment la branche du modernisme, puis on reste dedans, on amène ça loin. C'est vraiment l'innovation pour l'innovation, l'esthétique, c'est ça. C'est du modernisme à son paroxysme. Puis je pense qu'on peut, pour comprendre un peu pourquoi, tu sais, Antonioni il a appris à faire du cinéma avec les néo-réalistes, genre avec Rossellini pis tout. Fait que c'est comme... c'est sûrement ça qui l'a amené, quand il a commencé à filmer, à faire un cinéma qui est très loin de la réalité, dans un sens, parce que c'est tellement calculé, c'est tellement léché, que tout finit par ressembler étranger. Tout a l'air un peu off, là, tu sais. Tu sais, la première séquence de l'Éclissé, là, je pense que c'est genre 8 minutes. Non, peut-être pas autant. Ah, c'est sérieux, c'est pas loin de ça, peut-être 10 minutes même. Où on voit les personnages, puis c'est filmé. Il n'y a aucun champ contre champ, c'est tous des plans différents. Le personnage bouge à gauche un peu, 3 pas, après ça, là. Tu vois que tout est mathématiquement prévu d'avance. Puis c'est excessivement carré.
comme cinéma. C'est pas très organique dans un sens. Mais c'est ça, c'est monté pour que ce soit pas fluide aussi. Les coupures, les transitions entre les plans sont souvent faites sur des bases esthétiques plus que narratives. Des fois, il n'y a plus les conventions de base n'existent plus dans Antonioni. Il va remanier tous les paramètres. Puis c'est ça, c'est une démarche qui est absolument genre, complètement moderniste. C'est l'innovation qui intéresse Antonioni. C'est pas c'est ça. T'sais, les clichés d'Antonioni, c'est dans la veine de l'année dernière à Marienbad, puis Orphée de Jean Cocteau. C'est des films vraiment comme... C'est des films qui ressemblent à rien d'autre. Il n'y a pas... Il n'y a pas de référence là-dedans. Ça vient de nulle part. Là. Ça a été créé de toutes pièces. C'est vraiment du cinéma moderne. C'est du cinéma moderniste, c'est ça que c'est. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Le mot modernisme, quand on parle d'Antonioni, c'est clairement ça. Mais c'est bien beau comment il fait ça. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. C'est insane comment il fait chaud. J'ai arrêté la clim pendant... Ça fait... Je sais pas combien de temps que je tourne, là. Puis j'ai déjà chaud. L'enfer. Visuellement, puisqu'on parle de la forme, comme j'ai dit, Antonioni va prioriser l'esthétique sur le narratif. Ça, c'est un anglicisme, je pense, de dire ça. Il va prioriser l'esthétique au narratif. C'est ça qu'il faut dire. Il va préférer l'esthétique au narratif. Le plan va être beau ou pas, c'est selon, mais il va être beau avant de servir une continuité narrative. De toute façon, les films d'Antonioni sont très peu organisés autour d'une intrigue précise. C'est souvent plus les choses dans le film sont importantes. Sans savoir où les choses s'en vont, c'est plus la chose en tant que telle qui est intéressante. On pourrait dire que les films d'Antonioni sont faits en synchronie, sont pas faits en diachronie. On cherche pas à avancer terriblement dans des films d'Antonioni. C'est très... ça creuse en la même place, tu sais, la même chose pendant longtemps, puis il n'y a pas nécessairement de point A, puis de point de départ, puis de point d'arrivée, tu sais. Souvent des fins ouvertes, fait que t'es souvent pris dans le néant à la fin des films, notamment dans les clichés, c'est peut-être le pire pour ça. C'est ça, c'est le moment présent figé plutôt que l'avancement du temps qui est important. Antonioni va créer des temps morts. Je vais y revenir, mais c'est quand on parle de vraiment comme faut rester dans le moment présent, les temps morts, c'est vraiment quelque chose de particulier à Antonioni. Je vais en parler dans pas long. Mon sel, ce Christ. Oh my god. Il va créer des temps morts, c'est ça que je disais. Bon, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Les clichés, c'est aussi extrêmement architectural. L'architecture, c'est un élément omniprésent de tous ces films. Parce que ça intéresse Antonioni de filmer des bâtisses. Quand on parle de temps mort, filmer des bâtisses, c'est assez dead. C'est ça, il va filmer des bâtiments, des compositions qui sont très géométriques. C'est extrêmement calculé, tu sais, c'est des plans fixes qui vont avoir l'air de des tableaux. Des fois, tu sais même pas c'est quoi tu regardes. Les échelles de grandeur sont... Tu sais pas si quelque chose est loin, si quelque chose est proche. Puis tu sais pas c'est quoi nécessairement, c'est juste un bout de bâtisse qui est filmé, puis c'est comme, c'est tout carré, puis c'est comme, c'est ça. Puis tu sais, je parlais du quartier dans lequel le film est tourné, le quartier a une architecture excessivement moderne aussi. Puis c'est ça, c'est bien important dans ces films. Puis j'ai parlé de transition aussi. Il va jouer sur trompe-l'œil des fois, pis ça va créer des moments comme ce que t'es juste mêlé. Notamment dans à la fin du film, juste avant que la fin commence. Il y a comme un... Dans la caméra, tu penses qu'elle est objective, mais non, finalement.
Puis je vais montrer deux extraits, un du film L'Éclissé, puis un autre de Blow Up. Mais c'est juste... c'est ça, tu te perds un peu dans la manière que le montage est fait. T'as vu? Elle regarde dans les airs, probablement la caméra s'en va, elle quitte le personnage. Après ça, t'as une coupeur. Tu penses derrière la même place, puis quand le personnage arrive de la gauche, tu es comme surpris de où est-ce qu'elle arrive. Puis là, c'est là que la séquence finale commence. Ouais. Puis 7 minutes 30 de rien. C'est que c'est fort. Puis un autre, juste à montrer, dans Blow Up, juste ici. Il est revenu pour voir le corps qu'il avait photographié, le cadavre qu'il avait photographié la veille. Et là, on s'en crisse un peu de l'histoire. Check ça. On regarde en haut. Tu penses que c'est un plan objectif? Oh, non. Finalement, la caméra descend. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça. Tu comprends un peu le trompe-l'œil qui est là. Comme je l'ai dit tantôt, les règles, les conventions, là, les règles de 180 degrés de champ contre champ, les raccords, les lignes de regard, ça prend le bord dans L'Éclissé puis dans les films d'Anthony en général. Puis sur le plan audio aussi, surtout dans L'Éclissé, il va jouer avec le son, des sons de n'importe quoi, des ventilateurs. La scène au début, ça n'a pas de bon sens. C'est long, rien qu'à cause qu'il y a trop de bruit puis il n'y a rien. Tous les petits bruits, les petites affaires. Des arrosoirs, des feuilles dans le vent, de l'eau qui coule. Ça crée des vides, des silences, des riens, bref, des temps morts. Comme j'ai dit. Puis, au-delà de ça, Antonioni, c'est it's the place to be. It's the place to be si tu veux être servi esthétiquement. Puis, s'il y a bien un expert de l'expression less is more, c'est bien Antonioni. Puis, comme je disais, le temps mort, le rien. Le vide, c'est un élément qui est central de L'Éclissé puis du cinéma d'Antonioni. Fait qu'on va parler un peu de ce que les gens ont appelé les temps morts d'Antonioni. C'est probablement le procédé le plus antonionien qui n'existe pas. D'ailleurs, tellement que certains critiques lui ont donné le surnom de Antonio Ennui, parce que c'était ennuyant des fois, un temps mort au cinéma, c'est supposé bouger, c'est dole. Mais c'est pas dole, c'est ça qui est con, c'est contemplatif en fait, c'est comme certains films de Tarkovsky, tu sais. Mais je veux parler du temps mort parce que c'est vraiment intéressant, puis ça a des conséquences aussi juste sur le cinéma en tant que tel. C'est particulier, puisque le temps mort, c'est comme une description. Puis, une description, qu'un narrateur dans un livre va parler. Juste, il n'y a pas l'histoire, il n'y a aucun personnage qui parle, il n'y a rien qui se passe, c'est juste une description de quelque chose. Au cinéma, ça marche pas pareil. C'est ce qu'on va voir. Puis, dans L'Éclissé, à la fin du film, c'est le meilleur exemple d'un temps mort. Fait qu'on... C'est pour ça que je pense que L'Éclissé est un bon choix pour ça. La séquence finale de L'Éclissé, c'est 7 minutes de rien. Juste des plans éparpillés du décor d'un coin de rue
où ce que Pierrot et Vittoria se sont donné rendez-vous, puis ils vont jamais arriver. Seymour Chapman, je vais mettre un de ses textes d'ailleurs sur Drive, pour si vous voulez le lire, elle a appelé ça des disestablishing shots. Disestablishing shots. C'est un establishing shot, ça vient avant les films pour comme situer l'action, pour établir les lieux. Elle a appelé ça des disestablishing shots parce que c'est une bonne manière d'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est le plus gros temps mort de tous les films d'Antonioni. Puis le temps mort, c'est quand que l'histoire... C'est ça, je vais revenir à la description et à comment que ça fonctionne au cinéma, mais les temps morts d'Antonioni, c'est quand que le temps de l'histoire semble s'arrêter, comme quand un narrateur dans un livre va décrire qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, ou il va décrire un chandail pendant 3 pages. Mais c'est que le temps du film continue. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça une description. Au cinéma, ça marche pas pareil parce qu'un film, ça montre toujours, ça décrit toujours qu'est-ce qui se passe, ça montre toujours plein de choses. Puis dans un temps qui avance tout le temps. Le cinéma s'arrête jamais, c'est constamment en mouvement. Tu peux pas arrêter le film comme tu peux autant arrêter un livre dans les pages. Pas que tu arrêtes de le lire, mais que l'histoire peut être mise sur pause pendant un bout. Fait que je veux parler d'un peu comment que la description, vraiment la description, comment ça marche au cinéma. Au même titre qu'une description dans un livre, mais comment que premièrement, c'est-tu possible une description au cinéma en arrêtant le temps de l'histoire, mais que le film continue. C'est ça que je veux voir un peu, parce que je trouve que c'est comme un des affaires les plus intéressantes, puis c'est un peu comme un peu de la théorie, puis c'est le fun. Premièrement, il y a une distinction à faire quand on parle de description. Il y a des descriptions explicites, puis il y a des descriptions tacites. Tacite, ça veut dire sous-jacent. Un homme tacite, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est comme un peu, tu sais, parle pas même. Fait que description explicite, ce serait quand que, par exemple, dans Thérèse Raquin, Zola, alias le narrateur, va décrire la rue Guénégo pendant 10 pages. C'est une description explicite. Une description tacite, ce serait juste une description qui arrive pendant que l'histoire se passe, tu précises que le gars, il a une veste bleue. C'est comme... il y a un personnage qui marche dans la rue, puis oh, and by the way, il y a une veste bleue. Genre, hey, en passant, il y a une veste bleue. J'ai décrit sa veste, mais l'action se continue. Il n'y a pas de pause. Le cinéma, a priori, va faire dans la description tacite parce que le cinéma décrit tout le temps en même temps que l'action se passe. Puis, en plus de ça, on peut pas arrêter un film. Le temps du film est difficile à arrêter. Le temps de l'histoire est difficile à arrêter. Parce que c'est constamment un feu roulant. Mais, puis c'est ça, des images, genre un film, c'est juste une image dans un film, 5 secondes dans un film, on n'aura pas assez de mots pour tout décrire qu'est-ce qu'il y a dans 5 secondes de film. Là. Il y en a des affaires, il y a des couleurs, il y a des détails partout. C'est beaucoup plus de détails à aller chercher que dans un livre. Le gars du livre là, qui marche avec sa veste bleue dans un livre, je peux juste dire un homme vêtu d'une veste bleue marche dans la rue, puis on a tout compris. Mais dans un film, il va pas juste marcher dans la rue avec une veste bleue, il va aussi marcher dans un décor, ça va peut-être être la nuit, le jour, sur un trottoir ou dans la rue, où le gars il va avoir un certain âge, une certaine grandeur. Le cinéma n'a pas besoin de s'arrêter pour décrire explicitement un moment d'histoire. C'est ça qui est bizarre, c'est que le film offre des descriptions qui sont pleines, mais qui demeurent quand même tacites parce que c'est
T'as pas besoin de mettre l'emphase sur rien, t'as pas besoin de t'arrêter, que tout est là, puis au final, on ne remarque pas tout anyway, tu sais. C'est ça. La description filmique est pleine. Puis dans un livre, ben, c'est pas pareil. T'sais, dans un livre, comme j'ai dit, tu peux juste dire un homme marche avec une veste bleue, puis ça finit là. T'sais. Ça va juste dépendre de s'il précise aussi s'il y a une veste bleue ou pas. En tout cas, c'est juste au cinéma, la description est plus pleine, mais elle est moins précise. Alors que dans un livre, la description littéraire est moins pleine, mais beaucoup plus précise. C'est ça. Le cinéma peut pas juste montrer un homme avec une veste bleue. Il va tout le temps avoir de quoi d'autre. Même si tu t'enlèves un décor, il va rester un homme. Ça va être même s'il n'y a pas de visage, ben il n'y a pas de visage. C'est son absence de visage, puis si tu cherches à pas décrire, c'est impossible de pas avoir. Il n'y aura jamais juste un homme avec une veste bleue, ça va tout le temps être de quoi d'autre, t'sais. Dans un décor vide, t'sais. Au pire. Si dans un livre, t'as pas besoin de dire, même si tu dis pas aussi que le gars il marche, tu t'imagines pas qu'il marche dans le néant. On s'en fout, c'est juste l'image vide, t'sais. Puis, d'autre part, comme j'ai dit, le cinéma, comparativement à un livre, avance constamment. Le temps du film en soi, puis le temps de l'histoire vont de pair, fonctionnent en même temps. Le temps du film, c'est-à-dire, mettons, le 2 heures de la longueur du film, puis la longueur de l'histoire en dedans. J'ai déjà parlé Fabiola, puis du Suzette. Là. À un moment donné, là, le Fabiola, c'était l'histoire, puis le Suzette, c'était comme la manière que le film est construit, c'est-à-dire le film en tant que tel. Mais au demeurant, le cinéma peut clairement décrire, c'est clair. Je pense que c'est évidemment, mais c'est évidemment possible, mais c'est juste pas de la même manière. C'est ça. Puis le même gars qui marche dans la rue, pour mettre l'accent sur la veste bleue, le film pourrait commencer à filmer des détails de la veste, par exemple, ou un narrateur en voix off pourrait décrire la veste bleue. Mais l'histoire continue quand le temps de l'histoire continue tout le temps pareil, on s'arrête jamais. Fait que est-ce que le cinéma peut arrêter le temps de l'histoire pour décrire la dite veste bleue? Un film peut-tu juste décrire la veste bleue? Il peut-tu décrire la veste bleue dans un temps mort? C'est ça qu'on essaye de comprendre. La réponse est oui. Merci beaucoup. La réponse est oui. Il y a deux options. La première, c'est un peu niaiseux, mais c'est un freeze frame. Ça serait la seule manière d'arrêter le temps de l'histoire pendant que, tu sais, par exemple, il y a un freeze frame sur le gars qui est là, puis il y a quelqu'un qui explique, qui décrit qu'est-ce qui se passe. Le temps du film continue. Le timeline, pas le timeline, mais le film avance, mais pas l'histoire. Mais un freeze frame, c'est quand même de quoi d'assez rare. On voit pas ça souvent, à part dans une couple de films. C'est souvent des pastiches aussi, là. C'est pas vraiment. Il y a personne qui fait ça de manière pas ironique, là. Puis c'était une pause qui est auditive plus que visuelle, parce que l'image, elle bouge pas. Fait que c'est un peu étrange, en fait, de faire du cinéma qui est immobile. C'est pas vraiment... ça fonctionne pas, là. Kinéma, ça vient de cinéma, kinéma. Kiné, c'est le mouvement. Fait que c'est une option, mais c'est une drôle d'option qui est de toute façon pas très présente dans le cinéma. On voit plus ça ben. On n'a jamais vraiment beaucoup vu ça, anyway. Puis il y a aussi une autre option, qui serait par exemple un establishing shot au début d'un film. Tu sais, un skyline, par exemple, de la ville de New York, ou un enfant de même. Le film est commencé, mais il n'y a pas vraiment d'histoire encore. Ce sera pas long quand on va partir. Ça va durer une couple de secondes. Mais je pense que même avec ça, on pourrait quand même dire que l'histoire est commencée parce que l'histoire va se passer à New York, puis il pleut ou il pleut pas.
c'est-tu la nuit, c'est-tu le jour. T'sais, déjà là, il y a un contexte, il y a un décor, il y a ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y a pas une action à l'écran, mais je pense que même dans le cas d'un establishing shot, ça compte pas vraiment. Ça marche. L'histoire est commencée pareil, on pourrait dire. Puis un establishing shot, ben, c'est quand même bien élémentaire, puis c'est sporadique dans un film, là, c'est pas... Puis c'est clairement aussi juste une convention. Tu sais, on voit ça dans c'est une convention de cinéma classique qu'on voit de moins en moins à cette heure. On va plus commencer un film direct, go. On n'a plus besoin de ces codes-là pour comprendre nécessairement le cinéma. Puis, fait que c'est ça, ces deux options-là, un freeze frame ou un establishing shot, mais tu comprends que c'est des manières un peu dolles de faire ça. Puis c'est vraiment pas long. C'est comme pas un... Parce que la troisième option, c'est Antonioni, c'est ça qu'il fait. Il va faire des temps morts, il va arrêter le temps de l'histoire sans que le temps du film arrête. Puis c'est ça, le temps mort d'Antonioni. La caméra va complètement se détacher. Parce que c'est la manière qu'il va le faire qui est vraiment particulière, qui ne relève pas d'une convention ou d'un procédé ironique comme le freeze frame. Là, la caméra va juste quitter. Elle s'en va. Elle devient elle-même. Elle s'en va quelque part. Elle oublie le personnage. Comme je viens de montrer un peu, avec l'exemple de l'éclipse, elle s'en va. Puis là, elle a lâché son personnage. Ok, non, finalement, il est là. Puis, c'est quelque chose qu'ils ont fait de jamais vu, de faire ça. La caméra va juste partir par elle-même, faire ce qu'elle veut, sans crisser de l'histoire. Mon Dieu, mon ordi va sauter. Bon. Mais je vais vous montrer un exemple dans le film Profession Reporter, d'ailleurs, un excellent film avec Jack Nicholson, réalisé par Antonioni. C'est peut-être le meilleur exemple de temps mort après la fameuse finale de l'éclissé. On va écouter ça. Check là. Oh, la caméra. Elle s'en va. On n'entend plus le gars. Plus de temps. Mais le film continue. Il n'y a plus d'histoire à ce moment-là. Voilà, un temps mort. Je montrerai bien la fin de l'église au complet, mais fuck off, vous allez voir le film. Puis il y en a beaucoup aussi dans Il Deserto Rosso, mais il va faire ça à travers ses films, à travers tous ses films aussi. Il va juste continuer de filmer, mettons, comme un 2-3 secondes de trop après que le monde ait quitté le cadre. Genre. Ça crée tout le temps des... C'est là que tu comprends que le cinéma d'Antonioni ne sert pas les personnages, ne sert pas l'histoire, il sert juste lui-même. C'est du cinéma pour faire du cinéma. C'est pour ça que c'est très moderne. C'est ça. Dans l'éclissé, c'est l'entièreté de la séquence finale qui est un temps mort. L'histoire se termine quand que Vittoria il part de chez Pierrot, puis ils se sont donné rendez-vous, on se voit ce soir à 8h. À la même place. Puis finalement, Antonioni fait juste filmer le coin de la rue, plein de petits bouts. Puis ils n'y arriveront jamais. C'est juste malade. Puis d'ailleurs, là-dessus, Antonioni disait de quoi d'intéressant par rapport à la manière qu'il crée les temps morts. Il disait: When everything has been said, when the scene appears to be finished, there is what comes afterwards. It seems to me important to show the character back and front just at that moment, a gesture or an attitude that illuminates all that has happened and what results from it. C'est ça. The moment of greatest truth is what takes place after the actor's performance ends, but before his or her real life resumes. C'est comme
C'est fou, c'est juste... C'est l'avant puis le après qu'il y a de l'action qui intéresse Antonioni. Surtout le après. C'est ça, en gros, le génie d'Antonioni, c'est de faire tant avec rien. C'est de créer des vides qui sont pleins. C'est des absences qui sont très présentes. Les absences deviennent quasiment palpables. Ils sont puissantes. C'est ça qui est fou. Fait que les clichés, mesdames et messieurs, c'était ça. C'était ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Bleu Cinéma. À Bleu Cinéma. Bleu Cinéma. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez la cloche. La cloche. Puis, j'espère aller voir des films d'Antonioni, tabarnouche. Il faut voir ça. C'est très important. Ces films sont géniaux. No cap. Fait que allez voir ça. Puis c'est ça. Merci d'avoir écouté. Mettez la cloche. Puis go Habs go!